Coserac conteste le monopole des syndicats. Procès des autonomistes corses, un réquisitoire d'apaisement. À 4 jours des élections, la tactique de la démocratie chrétienne. Même la pluie n'évitera pas la catastrophe, c'est le dossier du jour. Bonsoir. De jour en jour, donc, la chaleur est plus accablante et la situation s'aggrave. On va y revenir dans un instant, c'est le sujet de notre dossier. Et il n'est pas question que cela s'arrête. Voici les prévisions pour demain. Très chaud partout, sauf quelques orages dans le sud en fin de journée. La sécheresse, donc, aujourd'hui fait figure de fléau national. Le manque d'eau se fait sentir sur le plan individuel, mais surtout sur le plan économique. Déjà, des mesures pratiques sont envisagées. La direction de l'EDF a décidé de réduire de 5% la tension d'alimentation sur toute la France. Et il n'est pas exclu qu'elle soit obligée de procéder à des coupures de courant. Des conseils de restriction ont été lancés par certains préfets et d'ores et déjà, des villages sont privés d'eau. Un cas, entre autres, en Seine-et-Marne, à Saint-Marc. Depuis 2 jours, les robinets sont à sec. Ce qui se passe ici à Saint-Marc, à 40 km de Paris, risque de se répéter un peu partout en France. La sécheresse fait en effet apparaître certaines insuffisances liées au développement rapide des agglomérations. À Saint-Marc, la population a doublé en moins de 4 ans et le réservoir de la commune ne suffit plus pour répondre aux nouveaux besoins de ses habitants. Alors, depuis 2 jours, ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent ravitailler. Des scènes comme celle-ci risquent de se reproduire bientôt dans votre ville ou celle de vos vacances avec la ruée du mois de juillet. Pourtant, le problème est plus général puisque l'EDF vient déjà de prendre une mesure d'économie, baisser la tension du courant domestique. Non, une baisse de 5% de la tension du courant ne déréglera pas l'image de votre téléviseur, c'est ce qu'annonce l'EDF, et si vous n'avez pas de stabilisateur, eh bien votre écran sera juste un peu moins lumineux, comme votre lampe. Pour éviter d'avoir à couper le courant par endroits et par moment, l'Électricité de France a donc préféré réduire la tension dès aujourd'hui de quelques pourcents seulement, avec un maximum de 5% à partir de lundi prochain. Cette baisse de la tension, elle est due au manque d'eau, donc à la sécheresse. D'abord dans les lacs de barrage, où le niveau de l'eau est à peine supérieur à la moitié de la normale, d'où réduction de 30% de l'électricité fournie de façon hydraulique. Et manque d'eau également dans les rivières, donc on ne peut pas compenser ce manque d'électricité par les centrales thermiques ou les centrales nucléaires qui se refroidissent justement dans ces rivières. Alors verra-t-on quand même des coupures d'électricité? Eh bien ce n'est pas impossible, surtout si cette sécheresse continue jusqu'en juillet. Eh bien sans nous en rendre compte, pour la plupart d'entre nous en tout cas, nous sommes en train de vivre une grande calamité comme la France en connaît une fois ou 2 par siècle. Il y a encore 150 ans, une telle sécheresse, c'était la famine assurée. Cette inconscience provient du fait que 7 Français sur 10 vivent maintenant en ville, dans le béton ou la pierre, coupés de la nature, avides de soleil, et puis, puisqu'il y a du soleil, alors tout sans doute va bien. Inquiétante il y a 1 mois, la sécheresse est devenue un désastre pour plus de la moitié de la France, en partie la plus fertile. Et ces conséquences, nous les subirons tous. Ce matin, j'ai reçu 7 circulaires. Elle est destinée aux éleveurs français. Elle émane de l'Institut technique des céréales et des fourrages. Son objet, comment utiliser le blé en herbe pour alimenter le bétail. Manger son blé en herbe n'a jamais été une bonne chose. C'est pourtant devenu aujourd'hui, pour beaucoup d'éleveurs, une obligation, ou alors il leur faut abattre le bétail. Ce blé en herbe, eh bien, ne donnera pas de grain. Ce grain ne pourra pas être exporté. En 1974, la France a exporté 150 millions de quintaux de céréales, ce qui représente le quart de nos besoins en pétrole. Chaque quintal de céréales que nous n'exporterons pas cette année, c'est un baril de pétrole que nous devrons payer par de l'or ou par des dollars. Comme quoi tous les secteurs économiques sont solidaires, comme quoi sans doute tous les Français devraient l'être. Ce soir, nous consacrerons notre dossier à la sécheresse et à ses conséquences. Tout en faisant remarquer que l'État est propice aux rumeurs des remaniements ministériels, M. Yves Guéna a déclaré ce matin au micro d'Europe numéro 1 qu'il était partisan d'un remaniement sous la houlette de M. Jacques Chirac. Mais surtout, le secrétaire général de l'UDR a été formel, il est carrément contre un régime présidentiel. En outre, il a ajouté qu'il n'était pas question qu'il abandonne éventuellement sa place de secrétaire général de l'UDR au profit de M. Chirac. Il a précisé qu'il avait été élu à cette fonction.
Tout le monde est à peu près d'accord, l'information, grâce au dialogue, doit circuler dans l'entreprise, la structure la plus adéquate étant le comité d'entreprise. Mais pour le patronat, les comités d'entreprise ne sont pas représentatifs de la totalité du personnel, et ceci en raison du monopole des syndicats aux élections de ces comités. C'était un des points litigieux du projet de loi sur la réforme de l'entreprise. Pour la première fois, François Sérac, le président du CNPF, s'attaque au monopole syndical. Certes, le patronat se déclare favorable au dialogue social dans l'entreprise et il souhaite même qu'il s'approfondisse, mais il conteste le système d'élection au comité d'entreprise. Car dans ce système, seuls les syndicats peuvent présenter des candidats au premier tour. Pourquoi cette attaque? Eh bien parce que le projet de réforme de l'entreprise prévoit justement d'accorder une place très importante au comité d'entreprise pour faire circuler l'information et pour améliorer le dialogue entre les partenaires sociaux. Dès l'annonce du projet, les PME s'étaient déjà élevées contre ce monopole des syndicats, estimant leur rôle déjà considérable avec les délégués du personnel et les sections syndicales. Aujourd'hui, c'est le patronat qui attaque. Simplement de leur liberté de ne pas se syndiquer. Eh bien, ils n'ont pas pratiquement droit à la parole dans l'entreprise. C'est une contestation du monopole syndical? Ce monopole, comme tous les monopoles, ne nous paraît pas une bonne chose puisqu'il s'oppose à la liberté de certains. Nous souhaiterions par conséquent que le syndicat puisse s'exprimer comme il le fait par sa section syndicale et éventuellement les délégués du personnel, et que tous les salariés de l'entreprise, syndiqués et non syndiqués, retrouvent dans le comité d'entreprise une faculté d'expression absolument démocratique. Mais les syndicats vont réagir assez violemment à vos propos. Pourquoi? Si ceci change quelque chose à la situation présente, ça voulait dire que le monopole n'était pas tout à fait bien ressenti. Et si ça ne change rien, je ne vois pas pourquoi les syndicats pourraient s'en inquiéter. Dès l'ouverture du 59e congrès des maires de France, ce matin à l'hôtel de ville de Paris, on ne pouvait pas s'y tromper. 2 sacs postaux, placés en évidence devant la tribune d'honneur, symbolisaient le mécontentement des maires. Et les sacs étaient remplis de motions critiques à l'égard de la politique gouvernementale. La situation financière des collectivités locales est alarmante. Les communes sont en crise. Les maires de France avaient apprécié il y a un an le discours de Michel Poniatowski à Mâcon, un discours dans lequel le ministre de l'Intérieur annonçait le transfert de certaines responsabilités d'État aux communes. Les maires de France avaient considéré comme un fait positif la création de la commission Guichard sur les collectivités locales. Hélas, aujourd'hui, les maires de France déchantent et reconnaissent qu'en fait, rien n'a changé. Les charges des municipalités sont toujours croissantes, leurs ressources n'augmentent pas en conséquence. Résultat, les déficits sont de plus en plus nombreux et certains parlent même de banqueroute. Vous le voyez, le ton n'est pas à l'optimisme, loin s'en faut, d'autant plus qu'Alain Poher doit cette année tenter de ressouder des troupes qui ont tendance à s'éparpiller en fonction des étiquettes politiques. Alors de la politique, on en fera pendant ces 4 jours de congrès. Le maire apparaît de plus en plus comme le dernier maillon du pouvoir central. Son pouvoir de décision, celui de son conseil municipal, sont chaque jour davantage remis en question par des décisions sans appel de services anonymes et irresponsables. Cette situation n'est plus tolérable. Quand une décision est prise par le maire, il faut que la population sache qu'il en prend la responsabilité. Il faut qu'elle sache que c'est sa décision, celle de l'Assemblée municipale, et non celle d'une autorité administrative inconnue qui a tranché arbitrairement, sans appel et, je dirais, dans le silence de son cabinet. Il apparaît comme urgent d'affranchir les collectivités locales d'un centralisme bureaucratique excessif qui peu à peu ravale l'élu au rang de fonctionnaire local sous les ordres des directions techniques du département. Encore une fois, le dialogue semble donc bloqué entre les maires et le gouvernement. Encore une fois, les élus menacent de descendre dans la rue. Et c'est en cela que le congrès de cette année risque de ressembler comme un frère à celui de l'année dernière, en plus contestataire toutefois. À la Cour de sûreté de l'État, 5 ans de détention criminelle requis pour le docteur Edmond Simeoni et des peines minimes avec sursis pour les co-inculpés. Le réquisitoire de l'avocat général a été modéré cet après-midi. Après 3 jours d'interruption, le verdict du procès des autonomistes corses ne sera pas connu cette semaine. Il devrait intervenir lundi. En effet, le chef de file des avocats d'Edmond Simeoni,
Le bâtonnier Filippi a été victime d'une crise cardiaque et il est hospitalisé depuis hier. Ce matin, à l'ouverture de l'audience, le président David a lu les réponses de M. Michel Poniatowski au questionnaire de la Défense. Elles sont toutes en accord avec les témoignages du préfet Gilly et du sous-préfet Guérin. Pour le ministre d'État, les déclarations du Dr Simeoni ne laissaient aucun doute quant à l'intention des dirigeants autonomistes de s'engager dans la violence. Les peines réclamées par l'avocat général surprennent en effet non par elles-mêmes, mais par le contenu du réquisitoire et la manière dont l'avocat général l'a prononcé. L'avocat général de Linkartner, qui a retenu contre Edmond Simeoni 4 chefs d'inculpation très graves, dont 2 seuls pouvait lui faire encourir la peine de mort. Toute sa démonstration, qui a duré 4 heures, a consisté à démontrer comment, dans l'affaire d'Aleria, son contexte et ses conséquences, Edmond Simeoni portait toutes les responsabilités et qu'aucune motivation politique ou idéologique, aussi fondée soit-elle, ne saurait excuser. Et je dois dire qu'au fur et à mesure que l'on avançait dans cette démonstration, sans passion mais extrêmement fine et en tout cas déterminée, on voyait se profiler de lourdes peines. Mais voilà, il y a le reste, il y a la Corse et l'avocat général ne cessera tout au long de son réquisitoire, de sa démonstration, de s'y référer. Visiblement, le personnage d'Edmond Simeoni l'a séduit, il le dit d'ailleurs, il comprend son attachement à ses idées, il rend hommage à sa détermination, à son courage, à son honnêteté. Tout cela pèse dans ce procès, pèse lourd même, on s'en est aperçu aujourd'hui. Aussi, si l'avocat général, s'adressant à Edmond Simeoni, lui dit qu'il ne peut pas dire qu'il est entièrement innocent du sang de ces gendarmes, il lui reconnaît de très larges circonstances atténuantes. À l'Assemblée nationale, toujours le projet de loi sur les plus-values. Il avance lentement mais sûrement. En séance, les députés viennent d'examiner l'article 5. Mais dans les couloirs, on parle surtout d'un éventuel remaniement ministériel, à tel point que Claude Labbé, le président du groupe UDR, a annoncé qu'il convoque son groupe en réunion extraordinaire vers la mi-juillet. Il faut être présent, a dit Claude Labbé, au cas où. William Coleman, à Paris. L'homme qui a permis au Concorde d'atterrir aux États-Unis pendant une période d'essai, vient d'être reçu à l'Élysée il y a quelques minutes. Le secrétaire d'État américain au transport a expliqué « Si l'avion présente un danger pour la santé, je l'interdis dans l'heure qui suit ». Pourtant, il refuse encore de voyager avec Concorde, mais il va quand même demain à Toulouse dans un avion ordinaire. Les employés de l'aérospatiale lui ont même réservé une petite fête folklorique franco-américaine à son arrivée. Au Liban, les combats ont pratiquement cessé pour l'instant, mais les forces syriennes continuent leur progression. 2 médiateurs arabes viennent d'arriver à Beyrouth. Ils vont essayer de rapprocher les positions entre les Syriens et les Palestiniens, des positions qui paraissent pour l'instant inconciliables. Aujourd'hui encore, Kamal Jumblat, le leader de la gauche arabe, presse les pays arabes progressistes d'intervenir militairement pour s'opposer à l'action des soldats syriens. Cette scène, le président Mao Tse-tung recevant un visiteur étranger, vous allez la voir dans quelques instants, la voici dans sa bibliothèque, c'était ici le 28 mai dernier, cette scène vous ne la verrez plus. Le comité central du Parti communiste chinois vient en effet de décider que le président chinois n'accueillera plus d'hôtes étrangers. Une décision difficile à expliquer, restent 3 hypothèses. Le président est décédé, ou bien il s'est retiré de la scène politique, ou bien encore il a été écarté du pouvoir, cette dernière hypothèse étant la moins possible de toutes. Il ne reste que 4 jours aux électeurs italiens avant de déposer leur bulletin dans l'urne. 4 jours au numéro 1 du Parti communiste pour les rassurer. Ce matin, M. Enrico Berlinguer déclarait au quotidien italien Le Corriere della Sera qu'il choisirait l'OTAN plutôt que le pacte de Varsovie. Jusque-là, rien de nouveau. Mais il ajoutait que ce serait pour lui la garantie de ne pas subir le sort de M. Dubček et du printemps de Prague écrasé par les chars soviétiques. Il est à penser que cet aveu de la peur des représailles soviétiques ne changera pas la position de M. Fanfani. Vous l'avez entendu ici même hier soir, dans le premier volet de cette série que nous consacrons aux élections italiennes, le président de la démocratie chrétienne ne gouvernera pas avec les communistes. Aujourd'hui, nous vous proposons de photographier ce parti qui est aux affaires depuis 30 ans, la démocratie chrétienne. Les derniers sondages affirment que la vieille démocratie chrétienne, usée par 30 ans de pouvoir, va gagner des voix par rapport aux dernières élections.
Qui aurait pu l'imaginer au début de cette campagne électorale? L'avance des communistes semblait irrésistible. Mais justement, est-ce qu'un triomphe éventuel des communistes ne commence pas à faire peur à des millions d'Italiens? L'éternel, l'inévitable président de la démocratie chrétienne, Amintore Fanfani, le dit tous les jours. Si les communistes arrivent au pouvoir, l'Italie, ce sera la Tchécoslovaquie. Faire peur aux électeurs, c'est une chose, mais il faut aussi que la démocratie chrétienne retrouve une part de sa crédibilité. D'où, par exemple, la candidature sur une liste démocrate chrétienne d'un industriel de 41 ans, Umberto Agnelli, frère de Giovanni, président de Fiat. Aujourd'hui, nous avons un parti de masse qui est un parti organisé, fort, je dirais même sérieux, qui est le Parti communiste. Mais si nous voulons garder le pluralisme, il faut qu'il y ait un autre parti de masse qui soit aussi sérieux, aussi fort, et qui soit attrayant surtout sur les jeunes. Je ne vois d'autres possibilités que ce soit la démocratie chrétienne renouvelée. Mais seriez-vous partisan pour une collaboration entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien? Non, non, moi je trouve que ça serait une confusion de rôle. Si le Parti communiste arrive le premier dans ces élections, je crois qu'il a le droit et le devoir de gouverner, et la démocratie chrétienne de faire une opposition constructive en vue des grands problèmes qu'il y a en Italie, et vice-versa. Alors si les communistes viennent au pouvoir, vous serez dans l'opposition? Nous serons dans l'opposition, au tout au moins. J'espère que la démocratie chrétienne sera à l'opposition. Et si je suis élu, je serai à l'opposition, constructive. La démocratie chrétienne dans l'opposition, difficile à imaginer. Mais si la démocratie chrétienne gagne une nouvelle fois les élections, il y a un risque, évidemment. C'est que rien ne change en Italie. Le bonus-malus pour tous, même contrat et même tarif partout en France pour assurer son automobile. Monsieur Fourcade l'a expliqué, il s'agit là aussi de moraliser les rapports entre assureurs et automobilistes. Mais le système est-il juste? Le malus qui doit pénaliser le mauvais conducteur est-il réellement compensé par le bonus en faveur du bon? La réforme du bonus-malus n'est pas une simple mesure d'uniformisation prise par le ministère des Finances pour imposer un barème unique aux compagnies d'assurance. En fait, elle renforce le système lui-même, c'est-à-dire qu'elle aggrave les pénalités et majore les réductions de cotisations. Désormais, pendant les 2 premières années de leur contrat, les bons conducteurs verront leur prime baisser de 10% par an, 5% ensuite. La ristourne maximum ne pourra pas dépasser 50% de la prime. Ces conditions sont très légèrement plus favorables que dans l'ancien système. En revanche, les mauvais conducteurs sont beaucoup plus lourdement frappés. À partir du 3e accident dans l'année, la prime fera la culbute et elle doublera à chaque accident supplémentaire. Officiellement, cette sévérité vise à assurer la sécurité sur les routes. Mais évidemment, les compagnies d'assurance en sont les premières bénéficiaires. Surtout que dans le malus, le petit accrochage pèse aussi lourd que l'accident mortel. Ce contre quoi s'élèvent depuis toujours les associations de défense. Il n'y a évidemment pas de commune mesure entre le nombre de gens qui ont un bonus, 81% à l'heure actuelle, et le nombre de ceux qui ont un malus, à l'heure actuelle 6% seulement. Il est donc nécessaire que les taux de malus soient beaucoup plus élevés que les taux de bonus. 10% au premier accident, 40% au second, 100% au troisième et encore 100% ensuite aux accidents supplémentaires. Ça devient très très cher. Est-ce que les gens ne vont pas être tentés de ne plus déclarer du tout leurs sinistres, surtout les petits? Le nombre des gens qui provoquent 3 accidents dont ils sont responsables dans une année est extrêmement faible, inférieur à 1%. Il faut bien penser que ces gens-là ont une fréquence d'accidents 20 fois supérieure à celle de l'assuré moyen. Il est donc juste qu'ils contribuent plus largement au pot commun que représente l'assurance automobile, et le doublement de la prime n'est pas tellement exagéré. D'abord ceci, de l'eau, il y en a encore. Si certains ruisseaux sont à sec, les rivières coulent, même si leur débit est ralenti. Il faut le savoir pour ne pas faire une tragédie d'une catastrophe suffisamment lourde de conséquences. Mais il ne faut pas non plus se mettre des œillères. Tout le monde en France, peu ou prou, paiera le prix de la sécheresse. Les agriculteurs ont déjà commencé, les éleveurs par exemple. D'habitude en Vendée, les prairies sont vertes en cette saison. Aujourd'hui, les prés sont brûlés par le soleil. Les animaux partent aux abattoirs.
Au point de vue foin, où on récoltait pour tout notre cheptel 4000 boîtes de foin, on va en faire 1000. Hein, et on ensemençait une douzaine d'hectares de maïs et on n'en a aucun de fait. Les gens s'affolent un petit peu, hein, d'ailleurs à juste titre, mais ils mettent sur le marché des animaux légers, hein, qui ne font pas plus de 250 kg de viande. Parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir. Voilà, hein, et ils prévoient que cet été ils ne pourront pas. N'ayant pas de réserve pour l'hiver prochain, donc pas question de les garder, il vaut mieux les vendre, ils pensent toujours qu'il faut mieux les vendre tant qu'elles sont encore un petit peu en état. C'est grave. Pour les éleveurs d'abord, en vendant leurs bêtes, ils bradent leur outil de travail. Grave aussi pour les consommateurs. Les animaux abattus prématurément sous la contrainte de la sécheresse feront défaut dans quelques mois. La viande coûtera plus cher alors qu'aujourd'hui, les éleveurs vendent à bas prix. Pour les bêtes qui étaient à 10 francs, sont descendues à 9 francs, par exemple, le kilo. Mais ce qui risque d'arriver, c'est maintenant que ça risque de chuter encore le plus vite, puisque les frigos sont pleins. Mais si la production est assez importante maintenant et qu'il y a abattage systématique du troupeau à viande, il va y avoir une masse de viande qui va arriver dans les frigos maintenant, et ce qui voudra dire que l'année prochaine, on se trouvera en période de pénurie en viande, ce qui va occasionner une augmentation des marchés, disons du prix à la consommation de la viande, alors que si maintenant il y a beaucoup de viande sur le marché, elle n'occasionnera certainement pas une diminution du prix de la vente au détail. J'ai fait comprendre hier à mes collègues qu'il était de l'intérêt que nous prenions un certain nombre de mesures, notamment peut-être sur le plan d'un élargissement des possibilités d'intervention sur le marché de la viande bovine, un certain nombre de mesures qui nous permettent d'éviter un effondrement du revenu des éleveurs. Et plus encore, des mesures qui nous permettent de maintenir les animaux sur l'exploitation sans les abattre. Car les abattre actuellement, c'est risquer de toucher l'exploitant agricole dans son revenu, mais les abattre actuellement, c'est aussi risquer de faire payer très cher aux consommateurs européens l'an prochain, ce qui pourrait être taxé d'imprévoyance. Les agriculteurs que nous avons vus sont inquiets avant tout pour leur bétail, et c'est aussi l'alimentation du bétail, nous venons de l'entendre, qui préoccupe le ministre de l'Agriculture, qui parlait ce matin dans son parc, vous avez peut-être dû le remarquer, le parc du ministère. La sécheresse ne limite pas là ses dégâts, blé et orge ont levé normalement, mais leur végétation a été stoppée, récolte déficitaire d'au moins 30%, maïs au nord de la Loire, c'est un drame, récolte déficitaire de 50 à 60%, même chose pour les betteraves et les betteraves à sucre. Fruits, pas de problème pour le moment. Légumes de plein champ, haricots verts, petits pois, pénurie probable. Conséquence de tout cela, des hausses sensibles de la plupart des produits alimentaires et une baisse du revenu d'une grande partie des agriculteurs. Cette eau qui ne tombe pas, n'est-il pas possible d'aller la chercher sous terre? C'est une solution coûteuse que certains agriculteurs ont adoptée. Leurs récoltes sont sauvées. Lassés de lever les yeux au ciel et d'attendre la pluie, certains sont allés sous la terre chercher l'eau qui leur faisait défaut. Ce n'est pas l'abondance, mais pour certains producteurs, cela suffit à justifier un investissement souvent important. Alors, c'est un investissement forage plus réserve plus matériel d'irrigation qui tourne entre 10 et 12 millions. Dans cette région, il y a de façon régulière des problèmes d'approvisionnement en eau. Pourquoi est-ce que vous avez attendu cette année pour vous lancer dans une opération d'une aussi grande envergure? Nous n'avons plus le choix. Nous aurions aimé que cette solution soit davantage traitée par le syndicat des eaux de Beaufort et en général de tout l'ensemble de la région. Mais comme ils ne l'ont pas fait, nous sommes amenés malheureusement à le faire d'une manière individuelle. Or, il était possible, je pense, d'envisager d'autres solutions que celles que nous sommes amenés à prendre. De l'eau sous la terre, il y en a beaucoup. Dans toutes les régions colorées sur cette carte, on est assuré de trouver des nappes phréatiques si importantes qu'une seule année de sécheresse ne suffirait à les épuiser. Ces nappes sont répertoriées au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Un ordinateur permet de prévoir avec précision l'évolution de leur niveau. Toutes ces données, ces connaissances vont être fournies à un service en création au ministère de l'Environnement, sorte de SVP ressources en eau. Mieux vaut tard que jamais. Reste qu'en France, on découvre un peu tard une eau qui n'a pas de prix.
Si on compare à d'autres pays, l'utilisation globale des eaux souterraines en France est de l'ordre de 40 à 50% de la consommation totale, alors que dans les pays voisins, elle atteint 70 à 80%, comme en Allemagne fédérale. Alors un exemple typique est celui de la Bretagne, où on pensait jusqu'à ces dernières années que les possibilités d'exploitation en eau souterraine étaient très réduites, et où des recherches récentes, entreprises en particulier par les services régionaux du BRGM, ont montré qu'il y avait des ressources en eau qui pouvaient être intéressantes pour l'alimentation domestique. Cette région comme la Bretagne où il y a régulièrement des problèmes de sécheresse ou disons moins gravement de manque d'eau, est-ce qu'on peut envisager sérieusement de pomper dans l'eau qui se trouve dans le sous-sol pour résoudre ces problèmes? Ça peut être, à titre de secours, oui, ça peut être envisagé pour des périodes de relativement courte durée en cas de pénurie d'eau. Des exploitations prolongées risqueraient, à forte intensité, risqueraient d'appauvrir les ressources en eau du sous-sol, mais pour des cas critiques, comme par exemple la période actuelle, on peut surexploiter provisoirement les ressources en eau souterraine qui pourraient se reconstituer dans les années plus bénéfiques au point de vue pluviométrie. Mais l'exploitation de cette eau souterraine ne peut malheureusement s'improviser en quelques semaines, ne serait-ce que parce que les entreprises de forage ne sont pas assez nombreuses. Alors, il ne reste plus que l'espoir, celui de voir un jour prochain la météo devenir favorable. Première cause de la sécheresse, la pluie qui tombe sur la France a été dans 2 régions inférieures à la moitié de ce qu'elle est d'habitude, d'où manque d'eau, avec même des pointes à moins 60% ici et là. C'est pas anormal, c'est exceptionnel bien sûr, mais au cours des 100 précédentes années, il y a eu déjà des cas comme ça, notamment en 1920. Mais cette sécheresse, à quoi elle est due essentiellement? Eh bien, elle est due à la zone de haute pression qui s'étend depuis le centre atlantique jusqu'à l'Europe occidentale et qui constitue une barrière pour les perturbations. Celles-ci sont obligées de faire le tour, comme le montrent les flèches, de cette zone de haute pression. Et une situation normale ne pourra se rétablir que lorsque cette zone de haute pression aura régressé vers sa position du centre de l'Atlantique. C'est l'anticyclone des Açores. C'est l'anticyclone des Açores, effectivement. Mais quelle est votre prévision pour les jours qui viennent? Eh bien, on n'est pas en mesure de faire des prévisions à long terme, nos techniques ne nous le permettent pas, mais on peut penser que dans les 5 à 7 jours qui viennent, les conditions vont rester les mêmes et par conséquent, la sécheresse devrait persister au moins ce temps-là. C'était notre dossier sur la sécheresse, nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous l'avez entendu, 5 à 7 jours avant que cet anticyclone s'en aille. Aujourd'hui, à part sur les côtes de la Manche où il a fait un tout petit peu moins chaud, partout la chaleur araignée, et demain encore, il n'y aura donc pas de changement. Sur toute la France, le temps restera très chaud. Très chaud avec beaucoup de soleil. En fin de journée, il fera même si lourd dans le sud que des orages devraient éclater. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une soirée très agréable. Si vous n'avez pas eu le loisir de voir ce journal, en voici les principaux titres. À l'ouverture du congrès des maires, le président Poher déclare « Le dialogue municipalité-gouvernement reste bloqué ». François Sérac, non au monopole syndical, oui, toujours, au dialogue dans l'entreprise. L'avocat général demande 5 ans de détention pour Edmond Simeoni. Demain, à 3 jours des élections, portrait du Parti socialiste. L'EDF réduit de 5% la tension électrique, tous les Français sont touchés. À 23h15, la dernière édition avec Bernard Pradino.